Hello everyone, my name is Adiba Kamarul Bonjour tout Zaman. le monde, je m'appelle Adiba Kamarou-Zaman. Je suis la présidente actuelle de la Société internationale du SIDA. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cet événement du Fonds d'éducation de l'IAS. Ce fonds d'éducation vous fournit les meilleures informations en sciences VIH, y compris les sciences offertes dans les conférences scientifiques aux décideurs publics et aux agents d'exécution en vue de renforcer leurs capacités. Nous espérons ainsi catalyser l'action en vue de renforcer la collaboration au niveau des pays, au niveau régional et au niveau international, en vue d'améliorer l'engagement à la réponse VIH. Comme nous le savons très bien, avec la pandémie de la COVID-19 au cours des 2 dernières années, cette pandémie a vraiment eu un impact considérable sur la réponse VIH dans tous les pays de par le monde. Les 2 dernières décennies de la pandémie de la COVID-19 ont connu un progrès considérable au niveau du traitement du VIH et au niveau des sciences de prévention et de traitement du VIH, avec l'émergence de multiples outils qui nous aident à atteindre notre objectif d'éliminer le VIH d'ici 2030 à travers des conférences organisées par l'IAS, à travers des experts mondiaux dans le domaine du VIH et à travers des ateliers de travail organisés par l'IAS, notre organisation vise ainsi à revitaliser, renforcer votre participation à l'engagement ou à la réponse au VIH dans vos pays respectifs. Veuillez rejoindre notre symposium et nous vous souhaitons le meilleur. Thank you, Adiba. My name is Je vous Prosper. remercie, Adiba. Je suis Dr Prosper Okonko, le PDG de l'initiative APEN de santé publique, et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce symposium. Nous avons remarqué que la pandémie de la COVID-19 au cours des dernières années a eu un impact considérable sur la réponse au VIH de par le monde. Cette réponse a été affectée considérablement donc depuis le début de la pandémie. Je voudrais remercier les membres du comité de planification du programme, Dr. Jay Samuel, Dr. Plang Juanle, Dr. Olabanjo Ogunsola et Dr. Temi Wolua Omole d'APIN. Je remercie également professeur William Afonfo, professeur Morineke Oukbong, professeur François-Xavier Mbokikeu, Karine Diop, Samoa Botankojo et Michael Kambol. Je vous remercie de nous avoir aidés à mettre au point ce programme formidable du symposium. J'ai également le plaisir d'animer cette séance qui se penchera sur le VIH et la COVID-19, les expériences réussies de la région de l'Afrique occidentale et centrale. En guise d'introduction à ce symposium, la première séance portera sur la situation du VIH à l'ombre de la pandémie. Tous les pays ont répondu, bien évidemment, de manière différente à la pandémie durant la pandémie de la COVID-19 et les participants partageront avec nous quelques exemples des meilleures pratiques et opportunités dans la réponse du VIH qu'ils ont mises au point durant la pandémie. Les représentants de différents pays présenteront les stratégies réussies qu'ils ont dû mettre en place pour maintenir une réponse réussie. Par conséquent, je suis impatient d'écouter les multiples présentations intéressantes qui seront données par nos intervenants. Suite à leur présentation, les intervenants participeront à une séance de questions-réponses que je vais animer moi-même. Durant cette séance de questions-réponses, vous, en tant qu'auditoire, aurez l'opportunité de poser des questions à nos panélistes en envoyant vos questions dans la boîte de dialogue. Nous espérons sincèrement que ce programme sera utile pour vous tous dans votre travail et que les recommandations clés et les discussions nous aideront à catalyser l'action, à renforcer votre capacité à vous engager continuellement dans la réponse au VIH. Nous espérons que ces discussions également vous permettront de continuer d'améliorer vos stratégies, vos politiques et vos pratiques, que ce soit au niveau de vos communautés ou bien au niveau national ou régional. Avant de commencer, je voudrais juste partager avec vous quelques règles à respecter pendant cette réunion. Tous vos micros seront coupés. Veuillez noter qu'une interprétation vers le français sera disponible pour tous ceux qui se connectent avec nous en ligne. Vous n'avez qu'à choisir votre langue en bas de votre écran en vue d'écouter les présentations et les discussions dans votre langue de préférence. Je voudrais vous inviter, tous ceux qui se connectent à nous de manière virtuelle, à s'introduire en tapant dans la boîte de dialogue en bas de l'écran à droite. Donc, vous allez voir quand vous allez taper
votre message dans la boîte de dialogue à droite de votre écran. Veuillez donc taper votre prénom, s'il vous plaît, votre nom de famille, l'organisation dans laquelle vous travaillez et le pays d'où vous provenez. Que l'on saisisse cette opportunité pour se connecter et mieux se connaître. Si vous rencontrez des problèmes techniques et si vous êtes incapable de voir la boîte de dialogue, je voudrais vous appeler à changer votre Internet, votre navigateur Internet et à sélectionner tous les cookies pour pouvoir entrer en interaction avec nos intervenants et pouvoir rejoindre notre plateforme. Veuillez utiliser la boîte de dialogue pendant la séance questions-réponses qui aura lieu suite aux présentations. Vous êtes également prié d'envoyer vos commentaires dans la boîte de dialogue. Maintenant, je voudrais donner la parole à Sergei Oli afin de parler du travail de l'IAS et de l'offre spéciale d'adhésion à l'IAS. Je vous remercie. Chers collègues, chers amis, je suis Serge Éolier, membre du conseil d'administration de l'IAS. Au nom de l'IAS, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce symposium. Il s'agit d'un sujet important concernant deux pandémies, à savoir la pandémie du VIH et la pandémie de la COVID-19. La plupart de nous ont oublié le VIH au cours des 2 dernières années. Toutefois, la pandémie du VIH est toujours là et elle représente toujours un défi. Nous savons exactement qu'il existe une certaine corrélation étroite entre la pandémie de la COVID-19 et la pandémie du VIH. Il existe plusieurs aspects communs entre les deux pandémies. Et nous savons très bien également l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la réponse au VIH et sur les programmes nationaux de lutte contre le sida. En raison du confinement, beaucoup de personnes vivant avec le virus, beaucoup de personnes séropositives n'ont pas pu être suivies malheureusement et sont décédées par la suite. Nous avons également remarqué que les ressources financières et que les fonds alloués à la pandémie VIH se sont réduits au début de la pandémie de la COVID-19, malheureusement. Toutefois, les donateurs, y compris PEPFAR, le Fonds mondial et les organisations de la société civile, ainsi que l'IAS, ont appelé, en effet, à augmenter les ressources et les fonds alloués à la pandémie COVID-19 sans pour autant réduire les fonds alloués à la lutte contre le VIH. La plupart de nous ont donc répondu à cet appel lancé par le Fonds mondial pour participer à la réponse à la pandémie de la COVID-19 et au VIH. Nous étions prêts, en effet, parce qu'avant la pandémie de la COVID-19, nous avons déjà appelé à adopter un modèle différencié de soins du VIH. Ce modèle nous a vraiment servi, notamment pendant la période de confinement. Donc, nous avons pu vraiment permettre à nos patients, grâce à nos outils, et nous leur avons permis d'avoir accès aux médicaments et d'augmenter et de prolonger l'adhésion aux médicaments. Donc, nous avons pu quand même atténuer l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la réponse au VIH. Par ailleurs, nous savons que le système de la réponse au VIH, des soins, des expertises et du savoir pertinent après Ebola, après la pandémie de la COVID-19, représente un système robuste et résilient, vraiment, qui est basé surtout sur le partenariat entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. Et il s'agit vraiment d'un système formidable et je voudrais reconnaître tous nos efforts dans le cadre de ce système. Donc, nous allons partager ensemble les meilleures pratiques sur la réponse au VIH et sur l'adaptation de la réponse VIH. Nous allons parler de la situation des équipes travaillant dans le cadre de cette réponse au VIH. Et n'oubliez jamais que les populations séropositives sont toujours vulnérables et nous devons leur donner la priorité dans les campagnes de vaccination. Avant de commencer,
Je voudrais remercier Vive Healthcare pour leur soutien dans ce symposium et de l'avoir rendu possible. Je remercie également le soutien de tous les membres de l'IAS. Vu l'importance de cette réunion et l'importance de ces discussions que nous entreprenons aujourd'hui, puisque nous partageons les meilleures pratiques, l'IAS voudrait vous offrir et vous donner une offre spéciale pour l'adhésion à l'IAS. Donc, en tant que participant actif au symposium du Fonds d'éducation de l'IAS, vous avez la possibilité de bénéficier d'une offre spéciale d'adhésion à l'IAS. Si vous achetez une adhésion pour 1 an, vous aurez 6 mois supplémentaires gratuits. Si vous achetez une adhésion de 2 ans, vous obtiendrez une année supplémentaire gratuite. Pour profiter de cette offre, veuillez contacter memberservice@iassociety.org, comme vous pouvez voir sur l'écran. Je soutiens pleinement et je suggère fortement que vous essayez de faire partie de l'IAS pour pouvoir profiter du réseau de l'IAS de par le monde. Je vous souhaite tout le succès dans vos débats et vos discussions. Je vous remercie. Thank you. I am now pleased to Je vous introduce remercie. J'ai le plaisir maintenant de vous introduire notre premier intervenant dans cette séance, Patrick Brenny, qui est le directeur régional de l'équipe d'appui pour la région de l'Afrique occidentale et centrale à l'ONU-SIDA. Patrick Brenny a une expérience qui s'étale sur plus de 30 ans dans le domaine du développement et du VIH. Il a débuté sa carrière dans le domaine du développement international comme volontaire dans le domaine du développement rural à Peace Corps et par la suite, il a rejoint l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Monsieur Brenny a rejoint l'ONU-SIDA en septembre 2004 comme coordonnateur de pays de l'ONU-SIDA en Thaïlande où il a travaillé pour 5 ans. Il a par la suite rejoint Malawi comme coordonnateur de l'ONU-SIDA également pour 1 an et par la suite la République de la Tanzanie également comme directeur de pays de l'ONU-SIDA, avant de devenir vice-chef de personnel de l'ONU-SIDA en 2014, où il y est resté jusqu'à mars 2018. Monsieur Brenny me parlera pendant cette séance du VIH en Afrique occidentale et centrale et nous donnera un aperçu régional sur les expériences réussies récentes. Monsieur Brenny, la parole est à vous et vous avez 10 minutes. Je remercie le modérateur. Je remercie l'IAS et l'initiative APIN de m'avoir invité à être avec vous pendant cette séance. Je suis Patrick Brenny, le directeur régional de l'Afrique occidentale et centrale. On m'a demandé de vous donner un aperçu régional sur les expériences et réussites récentes concernant le VIH. Ma présentation sera brève et si vous avez des questions ou vous voulez des informations supplémentaires, veuillez nous poser des questions donc, pendant la séance des questions-réponses. Nous allons donc commencer cette présentation très brièvement et comme vous voulez voir, avec le temps, l'Afrique occidentale et centrale a progressé. Donc, nous avons quand même essayé de changer la dynamique et les discours relatifs à la région. On est passé d'une région qui est plutôt laissée de côté, une région qui accuse un certain retard. Les progrès, certes, n'ont pas été aussi rapides comme nous le voulions, mais cette région est une région en transformation parce que, comme vous pouvez voir, nous n'avons pas encore atteint la cible des 90% en 2020. Nous avons une réduction de 37% dans les nouvelles infections, donc nous sommes en train de réaliser quand même un certain progrès. Et nous pouvons voir également que le nombre de nouvelles infections parmi les adultes se chiffre à 200 000. Et voilà. Et nous avons, je ne veux pas trop m'attarder sur les défis parce que je veux parler quand même des expériences et réussies, mais nous pouvons voir également que le nombre des infections des enfants se chiffre à 55 000. Et ceci est dû au fait que moins de la moitié des femmes enceintes porteuses du virus VIH n'ont pas accès au traitement antirétroviral. On va voir ce qu'on va faire au Nigeria, parce que tous ces efforts là-bas au Nigeria seront vraiment très importants. Je ne vais pas m'attarder sur les défis et je vais plutôt parler des expériences réussies, comme on l'a bien demandé. Donc, pour ce qui est des expériences réussies, je voudrais juste parler de manière brève de ces succès. Sans entrer bien sûr dans l'étendue, les variétés et les divers développements qui ont eu lieu dans notre région, et vous les connaissez très bien.
Mais je voudrais quand même parler de quelques expériences réussies. En matière de politique, l'un des succès que nous avons réalisé et qui implique beaucoup d'entre vous déjà, est que nous avons pu, à travers le temps, réaliser un accès différencié aux services dans près de 90% des pays, y compris des services de prophylaxie pré-exposition, PrEP, et de l'autodépistage. Donc, ce succès était très important pour nous, notamment à l'ombre de la pandémie de COVID-19, parce que nous n'avions pas pu donner l'accès aux séropositifs, aux services, que ce soit à travers la distribution plurimensionnelle ou autres mécanismes qui seront discutés. Mais je pense que cet accès différencié a été l'une des raisons primordiales derrière le succès que nous avons pu réaliser. La deuxième expérience réussie en matière de politique est le sommet de haut niveau à Dakar. Il s'est tenu en novembre 2021. Il a été parrainé par le président du Sénégal et par le président actuel de l'Union africaine. Donc, nous espérons que grâce aux recommandations et aux discussions de ce sommet, nous pourrons toujours garder le VIH sur l'ordre politique, sur l'ordre du jour des politiques. En matière de programme, nous avons quand même perçu un certain progrès dans la cascade de traitement et de soins de VIH. Nous avons par exemple des pourcentages de 77, 73 et 59% qui sont réalisés. Donc, nous avons des résultats quand même décents en 2020. Nous attendons toujours les nouvelles données qui paraîtront bientôt et nous espérons avoir encore une augmentation au niveau des résultats. Il convient de noter également que ces améliorations ont eu lieu avec le temps, en dépit de la pandémie. C'est-à-dire que dans la région, nous avons connu une certaine augmentation de la cascade de la prise en charge et du traitement de près de 30% entre 2018 et 2020. Et là, nous pouvons donner quand même un exemple, l'exemple du Nigeria, qui est l'un des pays africains qui a pu augmenter, par exemple, la cascade de ses soins de santé et de prise en charge, des services de traitement et de prise en charge du VIH de 29% entre 2019 et 2020, en dépit de la pandémie de la COVID-19. Donc, nous espérons que la pandémie se résorbera davantage et qu'on verra encore plus ces expériences réussies sur le continent africain. Une autre expérience réussie est le renforcement des systèmes nationaux d'information parce que vous savez que l'un des défis fondamentaux de notre région est d'assurer des données suffisantes en vue d'élaborer des politiques et de mettre en œuvre des programmes. Nous avons près de 18 pays dans notre région qui ont des estimations sur le VIH sur un plan décentralisé. Donc, ils ont quand même eu des informations détaillées sur le VIH et donc ils peuvent élaborer quand même des programmes et des stratégies détaillées sur la réponse au VIH. Nous espérons que tous les pays de notre région auront encore des données et des estimations sur le VIH dans les années à venir, mais il s'agit là vraiment d'un succès qui a été réalisé parce que c'est ainsi que nous pouvons assurer les assises nécessaires pour élaborer nos programmes et les stratégies dans la réponse au VIH. Là, devant nous, nous avons une représentation visuelle de la couverture du traitement antirétroviral. Cette représentation n'est pas certes idéale, mais on ne peut pas l'ignorer quand même. La couverture de la thérapie antirétrovirale ne cesse d'augmenter. Il existe quand même des défis et des problèmes dans certaines régions et dans certains pays de la région, mais la couverture ne cesse d'augmenter quand même. Je voudrais également parler des succès qui ont été réalisés dans deux domaines, à savoir le financement et le partenariat. Pour le financement, nous avons réussi quand même à mobiliser les ressources du Fonds mondial qui est représenté par l'acronyme FM donc sur l'écran. Nous avons pu quand même donc mobiliser les ressources du Fonds mondial et le cycle de financement dernier a connu une augmentation de trois quarts d'un milliard de dollars dans notre région, les régions de l'Afrique occidentale et centrale. Donc, ça s'est presque approché du financement alloué à la pandémie de la COVID-19. Donc là, nous avons vraiment réussi à allouer les fonds nécessaires. Les investissements de PEPFAR étaient également très bons dans la région. Nous avons pu avoir 500 millions de dollars par an. Et ce financement ne se concentre pas sur certains pays de la région avec PEPFAR. Vous savez que nous avons un programme régional de PEPFAR qui couvre 8 pays dans la région et ça nous a donné également davantage d'investissements. Ces investissements n'atteignent pas le niveau du Fonds mondial, mais quand même, nous avions eu pas mal de ressources qui ont permis de se concentrer sur quelques domaines clés dans les pays de la région. Nous avons également renforcé le plaidoyer pour le financement domestique à la réponse. Euh,
Nous avons quelques succès qui ont été réalisés malgré les difficultés que nous avons rencontrées en raison de la pandémie. Et le grand défi que nous rencontrons aujourd'hui est comment encourager nos gouvernements à fournir l'espace budgétaire nécessaire pour les investissements en vue de renforcer les services de sécurité sociale, que ce soit la protection sociale, l'éducation ou la santé, en vue de remédier à toutes les vulnérabilités qui conduisent au VIH dans la région. Un autre domaine de succès est l'abolition des frais d'utilisateur. Nous avons pu le réaliser au Cameroun et nous en remercions les collègues du Cameroun. Nous espérons que cette expérience sera appliquée également dans d'autres pays de la région en vue d'assurer cette abolition de frais d'utilisation, notamment dans le cadre des défis économiques que connaissent les différents pays. Parce que les personnes ne sont pas vraiment obligées à utiliser leurs dépenses personnelles pour les services qui leur sont fournis. Donc, nous espérons vraiment qu'il y aura une abolition totale de ces frais d'utilisateur, mais c'est un domaine où nous avons réalisé un succès. Pour ce qui est des partenariats, nous avons quand même essayé de revitaliser notre collaboration et notre programmation avec les organisations de la société civile. L'Institut de la société civile pour le sida et la santé en Afrique occidentale et centrale a été est fondé. Il comprend 149 membres dans 21 pays. Si vous faites partie d'organisations qui ne sont pas encore membres de l'Institut, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à Dakar pour adhérer à cet institut. Cet institut est devenu vraiment un outil important en vue d'augmenter et de renforcer la crédibilité et la voix des organisations de la société civile et en vue de renforcer la coopération mutuelle entre les organisations de la société civile et renforcer également le travail de la société civile avec les autres partenaires locaux et les gouvernements. Nous avons quand même réussi à revitaliser les réseaux de l'Afrique occidentale et centrale pour les personnes vivant avec le virus VIH, plus particulièrement le réseau des femmes séropositives. Ce domaine-là est très important pour nous parce que c'est ainsi que nous pouvons vraiment engager les parties prenantes nécessaires et nous pourrons vérifier que les intérêts des communautés affectées par le VIH sont entendus, bien écoutés et bien servis dans le cadre de nos programmes. Et finalement, le domaine dans lequel nous travaillons est la collaboration avec ITPC et l'ONU-SIDA et, la création d'observatoires communautaires, c'est-à-dire que nous essayons de renforcer la capacité des organisations de la société civile à devenir des entités de surveillance des financements et des investissements qui ont lieu. Donc, cet exercice était vraiment très important pour créer des liens entre les gouvernements et la société civile, où la société civile n'est pas uniquement perçue comme bénéficiaire, mais comme un agent actif dans ce processus. Donc, c'est l'un des succès que nous avons réalisés. Là, très brièvement, je voudrais juste vous souligner que nous sommes toujours loin du niveau idéal d'investissement et de ressources financières investies, mais je voudrais quand même souligner, comme vous pouvez voir devant vous, nous attendons d'ailleurs les chiffres qui vont émerger entre juin et juillet de cette année. Je vais souligner que nous n'avons pas vu une augmentation des ressources financières, mais nous n'avons pas quand même vu une réduction de ces ressources financières. Donc voilà, un succès par rapport à cette région qui a connu pas mal de défis. Nous espérons que le plaidoyer se poursuivra avec les gouvernements, les organisations de la société civile et les ministères des Finances en vue d'augmenter l'espace budgétaire nécessaire pour l'application des programmes. J'arrive là à ma dernière diapositive. Donc, en résumé, je voudrais juste mettre l'accent sur quelques points et quelques leçons tirées de notre réponse au VIH et comment on peut vraiment apprendre de cette réponse conjointe à la pandémie de la COVID-19 et au virus VIH. La première leçon à tirer a trait aux communautés. En effet, les réponses à la COVID-19 doivent placer les communautés au centre même de la réponse, que ce soit au niveau de la gouvernance, de la planification, de la prestation directe service, du mentorat des communautés et de la responsabilisation. Donc, les communautés et leurs membres doivent devenir des partenaires actifs dans ce processus. Si nous voulons réaliser nos objectifs, si nous voulons atteindre les populations les plus vulnérables de nos communautés, nous devons engager les communautés et les organisations de la société civile. Sans leur engagement, nous ne pourrons pas atteindre les résultats escomptés. Le deuxième point important à souligner est que les réponses de la COVID-19 et au VIH d'ailleurs doivent être enracinées dans les principes des droits de l'homme et de l'égalité.
C'est-à-dire que nous payons vraiment nous accordons une attention particulière à la création d'un environnement favorable et à éliminer les environnements défavorables. Nous essayons à éliminer, par exemple, les lois et les politiques discriminatoires, arbitraires et punitives qui renforcent la marginalisation et qui inhibent l'accès aux services de prévention et de traitement. Donc, si nous n'enlevons pas ces limites et ces barrières-là, nous ne pourrons pas réaliser les objectifs escomptés. Et selon la pratique de par le monde, quand ces barrières sont levées, quand les lois et les politiques sont changées, nous pouvons là voir peut-être une augmentation des résultats que nous escomptons et que les résultats escomptés. Cela ne s'applique pas uniquement au VIH, mais à d'autres domaines également. Finalement, la dernière leçon à tirer est que si nous voulons vraiment une réponse efficace à la COVID-19 et au VIH, ces réponses doivent être multisectorielles. Toutes les parties prenantes doivent être impliquées en raison de la variété des inégalités et des défis structurels et sociaux que nous avons dans nos différentes communautés et dans nos différents pays, ce qui augmente la vulnérabilité des personnes à l'infection, que ce soit à la COVID-19 ou au VIH, et ça pourrait également ralentir l'accès aux services. Donc, si nous assurons aux personnes un certain accès aux services de qualité, nous devons s'assurer que les personnes vraiment ont accès à ces services. C'est-à-dire, il n'est pas suffisant d'avoir de bons services, mais nous devons assurer un accès à ces services. Là, la leçon primordiale est de vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle à l'accès aux services et il convient aux personnes également de bien comprendre que que les personnes doivent avoir accès à de bons services. Je termine ainsi ma présentation. J'espère qu'elle a été vraiment utile et enrichissante pour vous tous et je redonne la parole au modérateur. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur Brenny, de cette présentation très globale, compréhensive et intéressante. J'ai le plaisir maintenant de vous introduire la deuxième intervenante dans cette séance, Mary Boyd. Elle est directrice de pays pour le Centre du contrôle des maladies au Nigeria. Dr. Boyd dirige l'un des bureaux de pays les plus éminents du CDC et coordonne les efforts collectifs du centre dans le domaine du VIH et de la tuberculose, dans le domaine également de la sécurité mondiale de santé, l'élimination du paludisme et l'immunisation. Depuis octobre 2020, Dr. Boyd a servi de conseillère principale pour la prévention du VIH et de la tuberculose pour le CDC Nigeria, comme experte régionale et internationale sur la prévention du VIH et la tuberculose. Mary Boyd nous parlera donc des bonnes pratiques, des meilleures pratiques du Nigeria et des opportunités de programmation VIH qui a été mise en place durant la pandémie. Mary Boyd, nous vous donnons la parole. Vous avez 8 minutes. Bonjour tout le monde, je suis Dr. Mary Boyd, directrice de pays au Centre américain du contrôle des maladies au Nigeria. Je suis ravie de participer à cette première séance sur les meilleures pratiques du Nigeria, les opportunités des programmes du VIH qui ont été mis au point pendant la pandémie. Le Nigeria regroupe près de 200 millions de personnes. Donc, il s'agit du plus grand pays africain et c'est un pays qui est plutôt jeune, où près de la moitié de la population est âgée de moins de 15 ans. En 2004, il y avait près de 7 millions de personnes vivant avec le VIH et en 2008, le taux de prévalence était de 3,9% parmi les adultes. En 2003-2004, PEPFAR a lancé une campagne ciblant 15 pays avec 3 objectifs distincts en vue de remédier à l'épidémie du VIH. Et cette campagne a marqué vraiment un tournant au Nigeria. Les 12 premières années de la campagne de PEPFAR au Nigeria a été marquée par une accélération et une augmentation rapide dans le nombre de personnes qui ont accès à la thérapie antirétrovirale. Ce nombre a en effet augmenté de plus de 100 fois. En 2016, nous avons quand même atteint un plateau. Et si nous examinons les stratégies du programme à l'époque, nous pourrions dire clairement que nous étions en train d'élaborer nos programmes sans avoir de données précises. Nous avons donné accès à l'époque aux populations les plus accessibles sans avoir vraiment des données. Donc, nous ne savions pas combien il y avait de personnes séropositives et qui étaient ces personnes. Et par la suite, il était dur pour nous d'élaborer nos programmes. En 2018, cette situation a changé.
L'enquête du Nigeria sur l'impact et les indicateurs du VIH-Sida nous a donné des informations utiles qui ont changé nos stratégies. En effet, nous avons découvert par exemple que le taux de prévalence était inférieur à ce que nous avions cru et nous n'avions pas vraiment 7 millions de personnes séropositives, mais plutôt 1,76 million de personnes. Nous savons maintenant que le taux de prévalence chez les femmes était le double de celui, est le double de celui des hommes. Et nous savons que l'épidémie se concentre dans les sud-sud, dans les États sud-sud et sud-est du continent africain. Et donc maintenant, nous savons qui sont les personnes séropositives, nous avons leur profil démographique et le contrôle épidémique a été lancé par la suite. Mais nous avions dû changer notre approche en vue de pouvoir lutter contre cette épidémie. Nous avons donc lancé une campagne de traitement antirétroviral au Nigeria et nous avons donc augmenté le nombre de personnes ayant accès à ce traitement de 500 000 personnes. Et il s'agit d'un précédent que nous n'avons jamais vu au Nigeria dans les réponses au VIH. Nous avons lancé cette campagne donc en 2019 et nous avons immédiatement vu des résultats concrets. Il y avait une augmentation vraiment croissante et constante de personnes ayant accès à la thérapie antirétrovirale. Et puis, il y a eu la pandémie de la COVID-19, mais en dépit de cette pandémie, nous avons vu que le nombre de personnes ayant accès au traitement a augmenté. En effet, durant la pandémie, nous avons augmenté le nombre de personnes qui ont reçu des services de soins d'un trimestre à l'autre. Et finalement, le Nigeria a connu la croissance la plus large dans le nombre de personnes ayant accès au traitement par rapport à d'autres pays de la région. C'était vraiment une période difficile, mais grâce à la campagne PEPFAR, aujourd'hui, le nombre de personnes ayant accès au traitement est double. Par ailleurs, un nombre illimité de personnes séropositives ont été sauvées des effets dévastateurs de la pandémie COVID-19 grâce aux efforts de vaccination et de soins qui ont été fournis à travers ce système résilient de réponse au VIH. Quelle est donc notre stratégie? Quand nous avons remarqué les autres programmes soutenus par PEPFAR dans d'autres pays du monde, nous avons remarqué qu'il y avait vraiment de meilleures pratiques à prendre en considération. Nous avons remarqué que chaque réponse au VIH sur le plan mondial, que chaque réponse idéale était adaptable, chaque réponse idéale ou offrait une certaine marge d'autonomie avec responsabilisation. Elle permettait vraiment de partager des informations en temps voulu et de manière précise et d'échanger des informations également transparentes et que ces systèmes étaient connectés, ce qui est très bien pour les pays qui connaissent une lourde charge avec des régions éloignées et difficiles à atteindre. Donc, nous avons mis au point des principes connus sous le nom de principe CIRAS, à savoir des principes de système compréhensif intégré et résilient de la thérapie antirétrovirale. Premièrement, l'adaptabilité. Donc, nous avions dû adapter nos programmes en vue d'atteindre les personnes au lieu d'attendre que ces personnes viennent à nous. Donc, les programmes qui étaient basés sur les centres médicaux auraient dû changer donc et transformés en programmes de sensibilisation communautaire. Durant le confinement et dans le cadre des restrictions de mouvement pendant la pandémie, les personnes ne venaient plus chez nous, à nos centres médicaux. Donc, nos intervenants ont dû prendre un permis spécial des gouvernements pour aller chez ces personnes-là à travers notre travail avec avec la société civile et les gouvernements. Ces intervenants et ces secouristes sont devenus des soldats sur le terrain et ils ont pu répondre vraiment à la pandémie de la COVID-19 et au VIH. Et c'est là où nous avons perçu une augmentation considérable dans le nombre de cas identifiés. Et maintenant, nous arrivons à identifier et détecter des cas de manière précoce plutôt que de manière tardive, comme nous le faisions avant quand nous attendions que les personnes viennent chez nous aux centres médicaux. Là, dans le cadre de notre expérience, nous avons des expériences ou des services de plaidoyer aux dirigeants communautaires et des extensions de services aux communautés difficiles à atteindre. Pour ce qui est de l'autonomie et de la responsabilisation, nous avons cherché à renforcer l'autonomie pour identifier des cas critiques, pour mettre au point des solutions et des actions. Et nous avons quand même essayé de promouvoir la responsabilisation à travers la supervision et l'assistance technique. Le graphique montre que les visites d'assistance technique ont conduit vraiment à l'amélioration de la qualité des services fournis. Donc, nous avons ainsi
augmenté le nombre de tests qui ont été réalisés et par conséquent, nous avons augmenté le nombre de cas qui ont pu être identifiés. Nous avons également mis au point un tableau de bord qui montre le progrès réalisé en se concentrant sur des indicateurs clés comme l'identification des cas ou le traitement. Et nous discutions ces indicateurs également. Nous avons mis au point également un système de commandement d'incidents. Nous avons nommé des commandants au niveau de chaque État. Et cette structure était vraiment idéale pour la réponse au VIH au niveau du Nigeria au Nigeria parce que nous avons pu regrouper toutes les parties prenantes pour réaliser notre objectif. Avant la pandémie de la COVID-19, nous utilisions les technologies de communication et d'information et nous avons augmenté cette utilisation de technologies durant la pandémie. Nous avons également ou élargi l'étendue de ce système à partir de mars 2020, par exemple. La- le système du commandement des incidents a été élargi pour y inclure d'autres agences et ce système est devenu le premier outil de réponse au VIH à travers l'ambassade des États-Unis au Nigeria. Où sommes-nous aujourd'hui? Le Nigeria a connu 4 vagues de la COVID-19 et l'avenir reste incertain. Les campagnes de vaccination continuent toujours grâce au soutien des secteurs de soutien dans la réponse du VIH et la prestation de services a été considérée comme un élément clé pour maintenir un bon niveau de santé dans le pays. Donc, en résumé, nous pouvons dire que le progrès du Nigeria dans l'augmentation de l'accès à la thérapie antirétrovirale a atteint un plateau en 2016, mais l'enquête NICE a quand même fournit des informations clés pour une planification stratégique efficace. La stratégie CIRAS a été un catalyseur pour augmenter l'accès à la thérapie antirétrovirale. La COVID-19 a été une opportunité pour adapter l'adaptation au VIH également. Et finalement, je voudrais dire que soutenir et maintenir un contrôle épidémique et que lutter contre le VIH à travers une réponse résiliente est essentiel pour atténuer l'impact de la pandémie et autres. Je vous remercie. Thank you very much, Dr. Mary Boyd, for this very interesting presentation. Merci à Dr. Meyerbeck pour cette présentation très intéressante. J'ai le plaisir maintenant de souhaiter la bienvenue à notre conférencier, Stephen Aïssi Addo. Il est spécialiste de la santé publique et directeur du programme national de lutte contre le sida au Ghana. Il est membre de l'International AIDS Society et de la Conférence mondiale sur la santé. Il est conférencier à temps partiel de l'École de santé publique et de l'Université du Ghana à Legon, de l'École de santé publique et du Collège des médecins. Il est également membre du comité des programmes de la Commission ghanéenne sur le sida et du comité national d'experts sur la schistosomiase et du Conseil consultatif national de la tuberculose. Il présentera sur les meilleures pratiques au Ghana, les opportunités pour les programmes de lutte contre le VIH apportés pendant la pandémie. Vous avez 8 minutes. La parole est à vous. Salut tout le monde. Je suis Stéphane Aïssi Addo. Je suis directeur de programme au Ghana, au programme national de lutte contre le sida. Je vais parler des opportunités des programmes de VIH en temps de pandémie. Brièvement, je vais vous donner un aperçu global sur l'épidémie du VIH au Ghana, les effets de la pandémie sur notre programme de VIH, les opportunités de programmation et à des reconnaissances et des remerciements. À partir de la fin de décembre 2020, la population de personnes vivant avec le VIH estimée était de l'ordre de 346 120, avec 30 d'enfants. Et ça variait entre 95 et 73 en matière de suppression virale. On s'attendait à des infections nouvelles de l'ordre de 15 et 20 pour les décès. La prévalence était de l'ordre de 4,6 pour les adultes et 2 au niveau des clients des soins prénatals, au niveau des professionnels du sexe, et puis 18 pour les rapports sexuels entre hommes
Et puis, on est arrivé à le VIH au niveau des clients de l'IST de l'ordre de 10 Dès l'apparition de la pandémie en mars 2020, on a témoigné de 4 vagues jusqu'à présent. Chaque vague était associée à une perturbation des services de VIH et ce, commencé avec le dépistage jusqu'au traitement et la rétention au niveau des soins de traitement. Comme vous le pouvez voir, au début de chaque vague, il y a perturbation et puis recouvrement ou bien rétablissement. Vous pouvez le voir au niveau du nombre testés positifs durant cette phase. Et puis, on a les chiffres des personnes qui ont initié le traitement. Et du coup, à partir de mars, vous pouvez voir une perturbation claire et puis on arrive à une récupération continue. Cependant, plusieurs opportunités se sont manifestées avec la COVID. Nous avons reçu des fonds pour soutenir les services dans le cadre de la COVID pour fournir les équipements de protection et pour établir des contrôles à travers le Fonds universel pour soutenir les services concernés. Des ressources ont été également fournies pour l'initiative stratégique de prestation de services différenciés à travers l'UNICEF. Il y avait des fonds pour la réduction de la stigmatisation et le soutien aux personnes sous traitement aux femmes enceintes traitées. L'initiative stratégique de la prestation de services différenciés était très importante et tous ces fonds-là nous ont permis d'améliorer la couverture de traitement avec 64 sites supplémentaires de prestations de services différenciés. Nous avons également pu établir un plan d'amélioration de la prestation de services différenciés et on a également fourni plusieurs services de soutien aux adolescents, aux femmes enceintes, avec également des gestionnaires de cas et des clients experts, des personnes vivant avec le VIH qui s'entraidaient durant la pandémie avec tout ce dont ils avaient besoin pour améliorer l'accès aux services. Pour également rendre les services plus proches de nos clients, nous avions traité la stigmatisation. Du coup, on a initié des programmes de réduction de la stigmatisation. On a lancé des services fournis au niveau communautaire avec le soutien de notre personnel. Ce sont là des choses qu'on essaie d'améliorer. La priorité était donnée à la prestation selon des lignes directrices pour qu'on soit sûr que les personnes vivant avec le VIH ont les produits nécessaires pour 6 mois et plus, et ce pour réduire leur trajet aux établissements de santé. La qualité de service a été améliorée à travers l'amélioration de dépistage basé sur les indices. Plus que 20 ont été notés comme amélioration dans le dépistage et le dépistage fondé sur les familles. L'amélioration des qualités pour ce qui est de la prestation de services différenciés ainsi que pour ce qui est des solutions virtuelles. On a mené des formations pour les prestataires à travers des plateformes virtuelles. Nous cherchons à également exploiter les opportunités virtuelles pour augmenter la distribution des modules de formation. C'est ce qu'on a déjà commencé. Nous avons également introduit le système automatisé de rapport sur la charge virale. Là, les échantillons sont pris, sont testés, les résultats sont affichés à travers des modalités électroniques, alors qu'auparavant, c'était tout fait manuellement. Nous avons également profité pour introduire les points de soins sur la charge virale et nous voulons continuer à utiliser les plateformes virtuelles pour soutenir les engagements sous-nationaux et la supervision parce que ça a prouvé comme complémentaire aux services fournis. Pour ce qui est des données en vue de la prise de décision, nous sommes en train de lancer un système pour le suivi et l'évaluation du traitement concerné.
également le renforcement des capacités pour l'analyse cascade sur la prestation des services différenciés, ainsi que le monitoring ou bien le suivi pour améliorer les données liées à la prestation de services. Tout ça a été possible et on continue autant que possible de le faire grâce au leadership du ministère de la Santé, ainsi que les services de santé. Nous en sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour le soutien technique et le financement par du programme national, l'UNICEF, les agences onusiennes, les destinataires et les autres bénéficiaires, et ce, dans le cadre de la réponse nationale. Je vous remercie. Thank you very much, Dr. Stephen Ado, for this. Merci beaucoup, Dr. Stephen Ado, pour cette présentation très intéressante. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Michael Julius Enongene. Il est membre de l'IAS Research for Cure Academy. Il est clinicien en santé publique et un passionné de médecine du VIH. Il a plus de 5 ans d'expérience dans les soins de santé primaires et travaille au sein de services de santé du Cameroon Baptist Convention Health Services entre 2019 et 2022. Il a travaillé au sein de la branche HIV Free Project en tant que conseiller clinique, chef de projet de site impliqué dans la direction d'équipe, le renforcement du système, la gestion des services de soins et de traitement du VIH et du SIDA, les PTME, les programmes pédiatriques de lutte contre le VIH-SIDA, tout en assurant la direction technique et la supervision, la mise en œuvre et du suivi des projets dans les milieux vulnérables et fragiles. Ses principaux intérêts portent sur les innovations dans la guérison et la réduction du VIH et l'accès aux soins, en particulier dans les pays du Sud. Il va parler des meilleures pratiques du Cameroun, des opportunités pour les programmes de lutte contre le VIH dans le cadre de la pandémie. Vous avez 8 minutes, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs pour m'avoir invité à participer à cette séance pour partager avec vous les meilleures pratiques du Cameroun, les opportunités de programmation sur le VIH en temps de pandémie. Je suis clinicien de la santé publique et je suis l'un des enthousiastes en matière de médecine sur le VIH. Je suis chercheur associé au Research for Cure Academy. Je travaille actuellement dans le cadre de la Faculté des sciences de santé. Je suis étudiant post-universitaire à l'Université Stellenbosch et je suis conseiller clinique de la Convention au Cameroun. Quelques 40 millions de personnes vivent avec le VIH de par le monde et quelques 71% de personnes ont recours au traitement. 4,7 millions de personnes vivent avec le VIH mondialement et pas mal d'entre eux vivent en Afrique du Sud. 3,5 millions personnes ont accès à la thérapie antirétrovirale. Au Cameroun, avec 23,79 millions de personnes, les personnes vivant avec le VIH sont estimées de l'ordre de 534 245. Cependant, le fardeau épidémiologique du VIH au Cameroun est en régression, alors qu'en 2004, il s'agissait de 5,5 %. On est arrivé à 2,7 %. Pour ce qui est de la situation de la COVID au Cameroun, on a actuellement 1,5 million de personnes vaccinées avec des preuves sur le besoin d'accélération des approches de prestation de services différenciés. Il va sans doute que la pandémie a
de la COVID est l'une des plus grandes pandémies, alors que le VIH-Sida l'était auparavant. Actuellement, nous avons augmentation des cas entre 2014 et 2015. On a témoigné de la pandémie de l'Ebola. Mais comme dans n'importe quelle pandémie, il y a eu plusieurs perturbations dans la lutte contre le VIH, le sida. Les catastrophes et les pandémies l'affectent. À Guinée, entre 2014 et 2015, en dépit des désastres, des pandémies, des mesures d'adaptation ont été adoptées et les prestations de services différenciés étaient vraiment importants, notamment avec des recharges pour 6 mois au Sierra Leone, les collectes et distributions de recharges à domicile, ainsi que dans des points de rencontre communautaires étaient de rigueur. En Afrique centrale, en réponse au conflit de 2015, les patients avaient accès à des recharges de 6 mois. Même chose au Mozambique. En 2019, durant les conflits armés, les cliniques mobiles ont été utilisées avec des recharges au niveau des communautés. Au Cameroun, là où j'habite, le conflit est continu. À partir de 2018, les patients ont accès à des recharges de 6 mois distribuées à travers les travailleurs de santé. Cependant, la COVID a affecté la rétention de stock. Du coup, les recharges de 6 mois sont dispensées, et ce, à travers les activités des travailleurs de santé communautaires. Pour ce qui est de l'impact de la pandémie sur la livraison de services de VIH au Cameroun, on a témoigné de la régression des conduites de soins de santé, non pas seulement pour ce qui est des patients de VIH, mais en général, on a témoigné d'interruption de traitement. On sait très bien que certains personnels de santé ont également été affectés par la COVID et ont dû rester chez eux, ce qui a diminué également le nombre de personnels. Ces deux facteurs ont contribué à un déclin des nouveaux cas, l'identification de cas, l'initiation du traitement antirétroviral dû à la COVID. Et l'un des aspects qui constitue un impact à ce niveau-là est la propagande là où les travailleurs de santé ont été considérés comme impliqués dans la COVID avec des informations erronées tout autour de cette pandémie. La perturbation des chaînes d'approvisionnement, des chaînes logistiques dues à la COVID était clair, la réduction considérable du financement externe parce que le financement a plus particulièrement ciblé la lutte contre la COVID. L'une des études a montré que dû à l'augmentation dû à la COVID, il y a eu augmentation d'infections potentielles, une augmentation potentielle de l'infection de l'ordre de 21%. Augmentation de décès liés au VIH de l'ordre de 9%, dû à l'arrêt du traitement antirétroviral de 6 mois, avec 50% de réduction de la suppression virale. Tout a été attribué à l'arrêt du traitement antirétroviral au niveau des populations clés. Et dû à cette situation-là, il y a eu perturbation dans l'accès aux préservatifs et aux moyens de contraception, ce qui s'est reflété avec 50% de réduction de l'utilisation et avec 36% plus d'infections au niveau de la population clé. C'est ce qui est pour ce qui est de la COVID.
Pour passer aux pratiques, les pratiques au Cameroun, avec le commencement de la pandémie, nous avons opté pour l'intégration des messages de prévention et ce pour assurer des informations et la formation nécessaire aux travailleurs sur le terrain et aux partenaires. On a également adopté des solutions numériques pour fournir le traitement et la formation virtuelle. Nous avons eu recours au fournissement de matériel de protection, de masques, entre autres, à nos travailleurs. Nous avons également adopté un système de rotation pour réduire également le surpeuplement et nous avons également adopté des cas de dépistage avec des travailleurs qui se sont rendus sur le terrain. Au niveau des communautés, nous avons également augmenté l'utilisation de ces autodépistages. Ce matériel était important. Nous avons également mené des suivis à distance à travers les appels téléphoniques et les messages pour ne pas les obliger à se déplacer. Il fallait également avoir recours à des options communautaires et externes. Nous avons opté pour la prestation de services différenciés. Nous avons renforcement également les dépistage de la COVID pour les cas suspects et leurs contacts. Nous avons élargi les prescriptions et les recharges. Et, donc, on est arrivé à 3 à 6 mois de recharge et tout ça dépend de la disponibilité du stock. Nous avons également essayé d'espacer les rendez-vous nécessaires. Là, vous pouvez voir quelques résultats des mesures entreprises. Nous avons assuré le flux de livraison de services de santé continu sans interruption, même durant l'apogée de la crise. Nous avons adopté progressivement les plateformes, l'utilisation des plateformes en ligne pour des réunions de révision des données et de suivi. Nous avons également mis en œuvre des mesures de prévention et de sécurité, et ce pour sensibiliser le personnel de santé et les clients concernés à travers le focus sur le lavage des mains, les masques, la livraison de traitements antirétroviraux, les rendez-vous espacés avec les membres des familles et les groupes communautaires concernés. Je vous remercie. Je crois que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous pour ce qui est des bonnes pratiques. Et je suis prêt à n'importe quelle question. Je suis prêt à répondre avec questions. De nouveau, je vous remercie. Et voilà quelques références. 5, 4, 3, 2, 1, live. Thank you, Mikolié, for the very interesting presentation. Merci, Mikolié, pour cette présentation très intéressante. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre dernier intervenant, Idrissa Songo. Il est le fondateur et directeur exécutif du réseau des séropositifs au Sierra Leone. Il est membre fondateur et directeur exécutif actuel du réseau des séropositifs en Sierra Leone. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le travail de développement. Il est défenseur diligent et passionné des droits de l'homme, en particulier pour les personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH, y compris les populations clés. Il a été membre du conseil d'administration dans différentes organisations et membre de différents groupes de travail technique. Il va nous parler et partager avec nous les meilleures pratiques de la Sierra Leone, les opportunités pour les programmes de lutte contre le VIH pendant la pandémie. Idrissa, vous avez la parole pour 8 minutes. Je suis Idrissa Songo de la Sierra Leone. Je vous parle au nom de mon pays. La prévalence du VIH est
estimé de l'ordre de 1,7 pour les adultes entre 15 et 49 ans en 2019. Pour ce qui est de la COVID, le premier cas a été identifié le 31 mars 2020 et je pense qu'on a bien fait en matière de contrôle et ce parce qu'on avait pas mal d'expérience dans le cadre de la réponse à l'Ebola entre 2014 et 2016 et nous avons également pas mal d'expérience dans les réponses au VIH. Du coup, on a eu recours à ces deux expériences dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la COVID. Avec le commencement de la COVID, nous avons eu recours à plusieurs pratiques. Voilà quelques pratiques meilleures. Nous avons pu immédiatement développer une stratégie de la mise en œuvre du VIH dans le cadre de la COVID, et ce en collaboration avec d'autres partenaires. Comme pays, nous avons également élaboré des protocoles de livraison de services et de gestion de services pour le VIH, tuberculose et COVID-19. Ces protocoles ont été également mis en œuvre dans toutes les régions du pays. Dans le cadre de ces protocoles, le dépistage et la gestion de la VIH étaient considérés comme composante essentielle de la gestion des cas de la COVID. Du coup, nous avions des représentants du Programme national de la lutte contre le sida qui sont très importants pour ce qui est du pilier de traitement et du pilier du soutien psychosocial. Pour améliorer l'accès à la thérapie antirétrovirale, nous avons introduit le scriptage multimensuel de la thérapie, ce qui veut dire qu'on enregistre tous ceux qui étaient sous traitement et ceux qui sont nouvellement diagnostiqués et on leur fournit un stock qui s'étend sur 3 mois. Comme pays, nous avons également activé des points de contact pour les recharges de la thérapie antirétrovirale. Nous avons également partagé ces données avec les gens. Nous avons été capables de renforcer les prestations de services à domicile pour ce qui est de la thérapie antirétrovirale pour ceux qui en ont besoin. Et en réponse à la COVID-19, nous essayons de nous assurer que le contrôle de prévention était intégré dans tout ce qu'on fait. Il y avait des séances de conseil, des services de conseil fournis, également dépistage de la COVID avec les cliniques nécessaires. Les équipements étaient également fournis à ceux qui en avaient besoin, des équipements de prévention et de contrôle. Parce que ça faisait partie de la gestion des cas. Tout le personnel était formé sur la gestion pour ceux qui travaillent dans des centres de traitement et dans des centres de soins communautaires de la VIH. Donc, tout le monde a été formé sur le dépistage et la gestion du VIH. Durant le confinement, nous avons également regrouper les partenaires. Nous avons distribué les kits nécessaires. Durant le confinement, il était possible de travailler avec les partenaires dans plusieurs localités. Nous avons également partagé plusieurs chiffres et données. Il était également possible de renforcer les réunions en virtuel d'une façon hebdomadaire. Nous fournissons des mises à jour sur le progrès, les défis et les recommandations.
parce qu'on avait des gens, des représentants du programme national de lutte contre le sida qui y opéraient comme en capacité de pilier. Ils ont fourni également du feedback, des commentaires, notamment pour ceux qui travaillent sur le VIH, parce que le dépistage et le traitement du VIH se font au niveau des centres de traitement. Du coup, ils fournissaient également le feedback concerné. Il est également possible de former, d'établir et d'opérationnaliser des groupes communautaires de thérapie antirétrovirale. Là, il s'agit de groupes de personnes sous traitement qui sont considérés comme ayant un état stable. Ils se sentaient bien, du coup, ils aidaient les autres dans la communauté pour discuter des questions de traitement, débattre également et discuter les points liés à la COVID avec les parties prenantes. Nous avons également œuvré à la promotion de la vaccination contre la COVID-19 au niveau des destinataires de soins et des populations clés. Nous avons travaillé avec une organisation appelée Lombardy Initiative for COVID-19 Vaccination. Nous en avons discuté. Il était possible de mobiliser les destinataires des soins et les populations clés tout en les menant à des localités spécifiques dans nos offices, dans nos bureaux, dans des centres de réception pour que l'équipe de vaccination puisse fournir les doses nécessaires. Parmi les défis, on a dû arrêter les activités de outreach, les tests de VIH. Donc, ces activités-là étaient suspendues. Les restrictions de mouvement et les confinements ont réduit l'accès aux établissements de santé et par conséquent, ça a mené à une réduction de l'utilisation des services. Les restrictions au niveau des frontières aériennes et terrestres ont affecté les chaînes d'approvisionnement, ce qui a réduit le stock et a affecté la livraison d'équipements. Nous continuons à souffrir de niveaux élevés de stigmatisation et de discrimination, ce qui est vraiment alarmant. Entre autres, nous avons les barrières socio-économiques à l'utilisation de services et ce, dû aux restrictions. Les capacités des services ont été affectées. Nous avons toujours des défis au niveau de l'intégration. Nous avons opéré pas mal de processus d'intégration au niveau du pays, mais le services de VIH ont toujours besoin de plus de soutien. On veut voir comment le système de VIH peut être complètement intégré dans le système de la santé générale. Bien entendu, nous souffrons d'un espace plus réduit pour les clients experts, ce qui affecte la rétention des destinataires des soins de traitement antirétroviral. Du coup, on va voir comment les destinataires peuvent être utilisés comme clients experts pour qu'ils, à leur tour, puissent mobiliser leurs collègues. Bien entendu, nous souffrons toujours de l'usure des effectifs ou bien du personnel. Je vous remercie énormément pour votre attention. Thank you very much, Idrissa, and thank you very much all of our speakers. Nous remercions Idrissa. Je remercie tous les intervenants. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Ces discussions étaient vraiment intéressantes. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous avons quelques questions à adresser à partir de la boîte de dialogue. Quelques questions sont adressées à des intervenants spécifiques alors que d'autres questions sont plus globales. Nous avons une question adressée à l'intervenant du Cameroun. Pouvez-vous nous parler davantage sur le modèle
que vous avez adopté. Comment fonctionne ce modèle dont nous avons parlé, le modèle dont vous nous avez parlé, le modèle des familles, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez élaborer davantage là-dessus? Nous vous remercions. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Thank you very much. Oui, allez-y. For the question. In our cohorts, we have couples on treatment. We have family members on treatment. Je vous remercie. Je remercie les membres de l'IAS. Facility to pick up their medications, but in order to restrict Pour ce qui est de votre question, il y a eu certes des restrictions de mouvement pendant cette période, mais nous avons quand même essayé de faciliter l'accès aux médicaments, particulièrement aux enfants, notamment les enfants qui recevaient des traitements particuliers. Donc, c'est le modèle que nous avons utilisé. Surtout que pendant la pandémie, l'accès des patients à nos cliniques s'est arrêté en raison de la pandémie et en raison des restrictions de mouvement. Donc, nous avons quand même, à travers ce modèle, pu donner accès et fournir les médicaments aux enfants et aux adultes concernés. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Oui, je vous remercie. Une autre question. Suite à la pandémie de la COVID-19, est-ce que vous avez adopté quelques stratégies pour remédier aux présentations tardives? On peut donner la parole à n'importe quel intervenant pour répondre à cette question. Donc, nous vous donnons la parole à Dr. Stephen. Bien évidemment, en raison de la pandémie, beaucoup de personnes ne se sont plus présentées aux centres médicaux. Mais nous avons lancé une initiative à cet égard. Selon cette initiative, nous avons élaboré et établi une liste de personnes qui pourraient avoir besoin de nos services et nous sommes entrés en contact avec ces personnes-là et nous leur avons fourni les services nécessaires. Maintenant, après la pandémie de la COVID-19, il y avait plus de restrictions et beaucoup plus de contraintes, mais nous avons quand même pu entrer en contact avec ces patients. Maintenant, pour ce qui est de l'adhésion aux médicaments que nous avons fournis, les patients séropositifs, nous n'arrivons pas à entendre Dr. Stephen malheureusement à cause de sa connexion. La connexion s'est interrompue. Malheureusement, nous n'arrivons pas à entendre Dr. Stephen Aisiado. Votre connexion n'est pas optimale, Dr. Stephen, apparemment. On a du mal à vous entendre. Comfort. So we actually had to engage the expanded program of immunization to be able to waive that clause. Donc, nous avons quand même essayé de collaborer avec d'autres organisations sur le terrain pour élargir notre programme et fournir les services requis. Nous avons perdu Dr. Stephen. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, c'est beaucoup mieux. Oui, merci. Je parlais donc de la vaccination. Nous avons dû donc collaborer avec d'autres parties prenantes pour faciliter le mécanisme de vaccination.
Et nous sommes en très contact avec l'API pour faciliter l'accès des patients au vaccin. Nous vous remercions, Dr. Stephen. Nous donnons la parole à Dr. Mary. Je vous remercie de m'avoir donné la parole pour répondre à cette question. Je pensais justement à votre question. Alors que je préparais la présentation, je pensais à ce point. Quand nous essayons de combler le fossé au niveau de traitement, même au niveau de notre programme, nous avons réalisé que les cas que nous avons identifiés se réduisaient dans les différents centres médicaux. Cette réduction a eu lieu, abstraction faite de la pandémie et de la COVID-19. Mais la pandémie de la COVID-19 nous a forcés à accélérer notre façon de penser et notre élaboration de stratégies, et elle a quand même dirigé et pivoté nos politiques et nos programmes vers de nouveaux objectifs. Comme j'ai déjà dit, les personnes ne se rendaient plus dans nos centres médicaux. euh, Et avant la pandémie, les patients qui étaient en bonne santé ne venaient pas aux centres médicaux. Mais après, avec le déclenchement de la pandémie, les personnes ne se rendaient plus, que ce soit les patients qui étaient en bonne santé ou pas. Ils ne se rendaient plus aux centres médicaux. Donc, au Nigeria, la pandémie de la COVID-19 nous a forcés à agir rapidement et à entreprendre des mesures hâtives pour diriger ces programmes vers le service communautaire, c'est-à-dire que nous sommes allés suivre les personnes séropositives, les patients, nous avons sensibilisé les communautés à la prévention du VIH. Et donc là, quand nous avons réalisé des visites communautaires, nous avons pu détecter des cas dans des phases précoces du VIH. C'est ce que nous avons réalisé, et nous avons pu considérer la pandémie comme une opportunité en fait pour accélérer ces visites communautaires. Donc, à un moment donné, il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de traitement. Il y a beaucoup de personnes qui venaient aux centres médicaux pour profiter de la prestation de services, mais ce nombre s'est réduit de manière considérable pendant la pandémie. Personne ne venait aux centres médicaux. Donc, nous avons dû changer nos programmes, nos stratégies, et nous avons dû nous adresser à la communauté, et nous sommes rendus dans les communautés, et nous avons pu attirer les personnes qui étaient en bonne santé, qui étaient en bon état de santé et qui pouvaient nous aider dans les efforts de prévention du VIH. Donc là, dans cette nouvelle phase de travail, les facilités et les services et les centres médicaux ont dû s'adapter au grand nombre de cas qui devraient être identifiés. Normalement, quand les personnes sont en bonne santé dans les centres médicaux, nous n'avions pas besoin de ces tests qui devaient être réalisés pour vérifier l'état sanitaire. Donc, suite à la pandémie, nous avons augmenté les tests de dépistage qui ont été réalisés en vue de vérifier si la personne était séropositive et en vue d'inclure la personne séropositive dans le régime de la thérapie antirétrovirale de manière précoce. Je vous remercie, Dr. Mary. Une autre question également relative à la dernière question. Cette question est la suivante. Comment pouvons-nous faire en sorte que les personnes séropositives dans les régions éloignées peuvent avoir accès aux traitements et aux services fournis? Donc, nous parlons des personnes dans les régions rurales, dans les régions loin des villes. Comment s'assurer vraiment que ces personnes dans les communautés rurales peuvent avoir accès aux services fournis et aux traitements fournis? Je ne sais pas s'il y a des intervenants qui aimeraient répondre à cette question. Nous avons encore pas mal de questions. Je pense que dans chaque pays, nous avons un modèle différencié de traitement. Donc, prenez la parole. Oui, Dr. Stephen. Differentiated service delivery. We use Okay. drone technology to En sus de ce service différencié, very hard to reach areas. And nous our avons drone cherché à donc fournir des services dans ces communautés et dans ces régions lointaines. Nous avons accéléré cette prestation de services dans les régions lointaines. Je vous remercie, Dr. Stephen. C'est vraiment très intéressant. Ce que nous pouvons apprendre de cette séance est que même après la pandémie COVID-19, la bonne prestation de services doit se continuer et se poursuivre, doit continuer et se poursuivre même après la pandémie. Une autre question adressée à tous les intervenants. En se basant sur les données disponibles. Non, c'est une question en fait adressée au Nigeria, Dr. Mary.
Quelle est l'incidence? Quelle est donc l'incidence des cas que vous avez pu identifier et qui a requis des traitements? Donc, au fil du temps, vous étiez en train de réaliser et de fournir des services de traitement antirétroviral. Est-ce que vous avez remarqué une certaine réduction des cas de patients séropositifs? Donc, y a-t-il eu une réduction des cas d'infection au VIH parmi les communautés vulnérables? Donc, juste pour vous reposer la question, Dr. Meli, la parole est à vous. Donc, cette question est adressée au Nigeria. À vous, Dr. Mary. Pouvez-vous nous parler donc de la réduction des cas d'infection au VIH sur le plan communautaire qui ont eu lieu peut-être au fil du temps, qui a eu lieu au fil du temps? Donc, est-ce que les cas de VIH se sont réduits avec le temps? Nous pouvons dire qu'en matière de la prestation de services, il est clair qu'il existe beaucoup de traction, qu'il existe divers efforts déployés pour cibler les populations clés et vulnérables au Nigeria. Et tous ces efforts-là contribuent aux bons résultats qui sont réalisés dans le cadre de la réponse au VIH au Nigeria. Mais pour répondre à cette question, je suis sûre que au cours des années suivantes, nous allons avoir des données qui montreront vraiment où nous sommes de manière précise. J'ai une autre question qui est peut-être la dernière question que nous allons prendre. En sus du plaidoyer, que devons-nous faire dans la région de l'Afrique occidentale et centrale? Avons-nous besoin de renforcer l'engagement gouvernemental en faveur de la prestation de ces services? Les gouvernements ne s'engagent pas peut-être suffisamment. Et c'est pour cela que les ressources financières investies ne font que se réduire et que s'amenuiser avec le temps. Donc peut-être que nous pourrons adresser la parole à Dr. Patrick Brenny. Je vous remercie de votre question. Très brièvement, pour ce qui est du financement gouvernemental et de l'engagement gouvernemental, en changeant le discours relatif à notre région, nous devons changer le discours relatif à la réponse au VIH de par le monde, notamment auprès des ministères des Finances, de l'économie, à tous les ministères qui sont chargés de contrôler et de diriger les budgets, y compris les parlementaires. Donc, si nous changeons la mentalité, si nous considérons que la prévention du VIH est un coût supplémentaire, nous ne pourrons rien faire. Donc, nous devons changer la mentalité. Nous avons besoin de données bien détaillées pour transformer la mentalité et les discours en coût du fait de percevoir la prévention du VIH comme un coût en un investissement. Donc, il faut considérer cette prévention comme un investissement. Il existe toujours des défis au niveau de l'élargissement de l'espace budgétaire, des défis au niveau de la liquidité également qui est disponible dans les pays. Donc, nous devons toujours s'assurer qu'il existe un dialogue national et qu'il y a toujours des efforts qui sont fournis en vue de mobiliser les investissements et des ressources financières. Et c'est ainsi que nous pourrons travailler et œuvrer de concert comme secteur impliqué dans les soins de santé. Et c'est ainsi que les services fournis à nos citoyens, à nos économies seront meilleurs parce qu'il y aura justement des investissements intelligents. Je vous remercie. Nous vous remercions, Dr. Patrick. Nous avons encore le temps de prendre une question supplémentaire. Je vais l'adresser également à n'importe quel intervenant. Quelle est l'expérience dans les différents pays et qui est considérée comme une réponse efficace au VIH à l'ombre de la pandémie et surtout qu'il y a eu des cas limités de contamination par la COVID-19. Donc, j'adresse cette question aux intervenants. Quelle est votre expérience dans vos différents pays respectifs? À l'ombre de la pandémie de la COVID-19, la COVID-19 n'est pas considérablement répandue de manière exceptionnelle sur notre continent africain. Donc, qu'est-ce que nous faisons face à cette réalité? Je vous remercie. La Sierra Leone n'est pas une exception, donc je peux répondre à cette question. En effet, ce que nous avons fait sur le plan communautaire était d'aider et de fournir plus d'informations aux membres des populations clés. Et c'est ainsi que ces populations clés pourront comprendre l'importance et
bénéfice d'être vacciné. Donc, nous avons favorisé la communication à travers notre modèle. Nous avons donc encouragé à la vaccination et nous avons encouragé les communautés locales. Nous avons coopéré avec les centres de vaccination également pour que les membres de la population puissent venir aux centres médicaux et être vaccinés. Sur le plan national, il existe toujours une certaine apathie face à ces campagnes de vaccination. Il n'y a pas eu vraiment de sensibilisation et d'encouragement auprès des populations locales pour qu'elles soient vaccinées. Donc, de manière institutionnelle, nous devons sensibiliser les membres des populations clés et nous devons les encourager à se rendre aux centres médicaux, se rendre aux différentes institutions spécialisées pour être vaccinés. Donc voilà quelques innovations que nous avons introduites précisément pour aider et pour créer une certaine demande et pour encourager les populations à être vaccinées en Sierra Leone. Nous vous remercions, Dr. Idriss. Maintenant, nous allons donc conclure cette séance. Je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants de leur contribution utile et leur participation à cette séance, notamment cette période vraiment très occupée de cette année. Nous avons tiré pas mal de recommandations, nous ne pouvons pas tous les redire, certes, mais il est clair à travers nos discussions et à travers les présentations, il est clair que ce que Dr. Patrick a déclaré dans sa présentation est très important. Nous avons besoin de davantage de plaidoyer pour avoir encore plus de ressources financières dans les années à venir. Donc, c'est politiquement démontré qu'il est très important de continuer à investir les ressources financières, sinon nous ne pourrons pas continuer. Deuxièmement, comme a déclaré Mary, nous avons besoin de renforcer les systèmes nationaux d'information en vue de renforcer la coopération à tous les niveaux. Et là, je pense que Marie a déjà donné l'exemple du Nigeria et ils ont trouvé au Nigeria que la réponse collective a permis au Nigeria de répondre à la pandémie en l'espace de 18 mois. Peut-être que cette réponse qu'ils ont faite en l'espace de 18 mois n'aurait pu être faite de manière plus rapide encore. Normalement, ça se fait pendant 2 ans et plus. Donc voilà, une leçon à tirer et un catalyseur à nous tous de bien agir dans ce sens. Par ailleurs, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, je pense que nous devons toujours saisir l'opportunité que nous a offerte cette pandémie. Nous avons besoin de l'extrapolation, de l'innovation et de l'utilisation de différentes technologies déployées. Et nous avons également mentionné une autre question critique, à savoir les perturbations des différents systèmes de prestation du traitement du VIH. Nous devons également garder cet aspect en tête et essayer d'améliorer les systèmes pour parer à de telles perturbations et discontinuités. Ce que Idrissa a déclaré également très important. En effet, nous devons toujours nous équiper encore face à des pandémies comme la pandémie de la COVID-19. Donc, nous devons apprendre bien de cette pandémie. Je voudrais remercier tous les intervenants. J'espère, donc, et au nom de l'initiative APEN, je remercie tous les participants et j'espère que ces informations dans cette séance et les discussions ont été bien utiles pour vous tous et vous aideront à réfléchir sur le plan personnel et professionnel à la pandémie et à son effet sur la réponse VIH. Je voudrais remercier tous les participants. Je les remercie de leur présentation et nous vous remercions des questions que vous avez posées et auxquelles nous n'avons pas pu répondre en entier parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous encourageons également tous ceux qui n'ont pas pu écouter les présentations préenregistrées d'y avoir accès et d'entrer en contact avec nos collègues pour pouvoir réécouter ces vidéos préenregistrées et qui seront disponibles la semaine prochaine. Nous allons avoir une autre séance cet après-midi
une deuxième séance de ce symposium qui se concentrera sur les innovations dans le dépistage du VIH et les diagnostics, la voie à suivre en vue d'élargir ces processus de diagnostic et de dépistage. Donc, connectez-vous, s'il vous plaît, à la deuxième séance à travers le lien que vous avez utilisé pour vous connecter justement à cette séance. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui sera disponible sur cette page après la fin de cette séance. Donc, nous allons vous revoir dans la deuxième séance et nous voudrions vous rappeler que vous allez recevoir un formulaire d'évaluation à la fin de cette réunion pour évaluer le symposium en entier. Donc, vous allez également recevoir un courriel le vendredi. Vous pouvez donc remplir ce formulaire pour évaluer ce symposium et vous pouvez nous contacter à l'avenir en envoyant des courriels à l'adresse iasedu@iassociété.org. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de tout ce temps que vous avez consacré à cette réunion d'1 heure et demie. Profitez de la pause avant la séance prochaine. Je vous remercie.